Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Tout ce dont je me souviens, ça allait toujours de mieux en mieux. Mes premiers souvenirs, c'est la deuxième moitié des années 50, les premiers théâtres, petite forme, sémaphore et tout ça. Comme si chaque année, quelque chose se libérait un tout petit peu. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais jeune ou c'était réellement comme ça. Il faudrait regarder les historiens ce qu'ils en disent. Mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que ça allait chaque année de mieux en mieux, jusqu'à 68. J'ai fait mes études à la fac des lettres, la lettre française et russe. Pourquoi j'ai choisi le français? Parce que au lycée, j'avais une prof de tchèque et de français qui était totalement époustouflante. Et elle a su nous inculquer l'amour de la littérature française, des poètes maudits. Quand on a 15 ans, les poètes maudits, on s'en nourrit. J'étais à la fac en 68. En été, on est parti avec mes parents en Italie. On est parti avec un Trabant, avec une tente pleine de conserves. On avait ce qu'on appelait des vis-à-vis. On avait chacun, je ne sais pas combien, de livres, de marques. Il fallait vivre avec ça. Et on a fait tout un périple de 3 semaines probablement, et le 20 août, on s'est trouvé à Vienne. Et c'est à Vienne qu'on a appris que le pays était occupé. Moi, je n'avais pas encore l'âge de décider, et mes parents hésitaient beaucoup. On est allé en Allemagne pour tenter d'émigrer, puis finalement, au bout de 3 semaines, je pense qu'ils avaient peur. C'est pas évident de recommencer la vie. Pour l'immigration, c'était pas très pratique. Mon père était de formation juridique. Ma mère était de formation enseignante. Ils enseignaient l'allemand, le russe, l'histoire. Quoi faire avec, hein? Ils n'étaient ni ingénieurs, médecins. Ça aurait été difficile. Je pense qu'ils se sont dégonflés. Après, c'était juste l'inverse de ce mouvement ascendant, c'était un mouvement descendant petit à petit, et ceci était interdit, et cela était interdit, et voilà. J'étais interprète de conférences, donc j'étais à mon compte, j'avais pas franchement de chef, on m'obligeait pas à devenir membre de ceci, de cela. Mon mari enseignait à la fac, c'était un peu plus compliqué peut-être pour lui. Et au bout de 10 ans, en 78, on en avait marre. Il n'y avait pas de quoi respirer. Il n'y avait pas de quoi respirer, il n'y avait pas de quoi vivre. C'était étriqué en apnée. On a survécu à 10 ans de normalisation. Je pense que c'était le plus dangereux dans notre vie, hein. Voilà, et comme ça empirait. Mon mari a demandé l'invitation pour venir enseigner à Paris. À l'époque, on avait déjà un petit garçon de 4 ans et j'étais enceinte. Vous avez des origines juives. Tout à fait. Est-ce que dans votre décision de partir à la base, est-ce que vous pensez que c'est un peu lié à ça, qu'il avait peut-être une certaine peur que ça allait se répéter l'histoire comme dans la Deuxième Guerre Certainement. Oui, c'est un élément très important. Les Juifs en France, aujourd'hui, je pense que c'est un sujet tellement douloureux que j'ai même pas envie d'y penser. On avait l'autorisation de venir, on avait le visa officiel de longue durée et l'autorisation de partir. Donc on est parti avec la voiture et ce qui rentrait dans la voiture plus ou moins. Cela dit, j'ai un souvenir très humiliant, il fallait dédouaner tout ce qu'on prenait, donc les culottes anciennes par exemple, hein. Il fallait passer, je ne sais plus combien c'était 3-4 couronnes par culotte de droits de douane. C'est pas mal, hein? Mon mari avait de la famille à Paris. Et donc, on était 3 semaines chez un cousin, puis jusqu'à la fin des vacances dans l'appartement de la cousine qui est partie en vacances. Et on a réussi à
trouvé un appart entre-temps. J'ai jusqu'aujourd'hui 2 souvenirs marquants. C'est des panneaux de publicité. L'un, c'était le portrait de Le Pen, avec un slogan que j'ai adoré et j'adore jusqu'aujourd'hui. C'était marqué en haut « Les idées que je défends », point d'interrogation. Et en bas, « Les vôtres », point d'exclamation. Je trouve ça génial comme message. Les idées que je défends, les vôtres. Et le deuxième, c'était la chope de bière sur un paysage. C'était la pub de Stella Artois. Et le texte publicitaire était « Voilà ce qui donne du relief à mon plat pays ». On a très rapidement pris contact avec le témoignage. C'était un mensuel de migration. Il y avait 3 personnes. Il y avait Tigrid, sa femme Ivanka et Borunka qui était la secrétaire. Et puis il y avait tout un monde qui gravitait autour. C'était la rue du Pont de Lodi, très joli endroit déjà. Après, ils ont déménagé la rue des Petits Champs. Mais la rue du Pont de Lodi, on pouvait venir quand on voulait. Il y avait certainement quelqu'un d'intéressant là-bas. C'était des personnes remarquables, généreuses, intelligentes, cultivées. C'est que des beaux souvenirs. Je travaillais comme traductrice pour la revue. Et on avait un petit garçon de 4 ans. On lui a offert la France à son anniversaire. C'est le 30 juin, il avait 4 ans. Il y a une fille qui est née 6 mois après. Et après, on a eu un 3e. Je pense qu'ils se sentent citoyens du monde, du coup, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas français depuis Vercingétorix. Et du coup, il y en a 2 qui sont partis, qui ont émigré. Il y en a un qui est resté en France. Les 2 autres sont une à Montréal et l'autre à Los Angeles. J'essayais de parler en tchèque, mais il faut de la volonté pour ça. Et je me souviens, quand j'allais chercher mon garçon à l'école, que je lui parlais tchèque, il me disait « Parle-moi en français » parce que les enfants n'aiment pas être différents. J'étais à la charge de mon mari. Mais j'avais le premier bébé français, puis le 2e bébé français. J'ai commencé à enseigner aussi. J'allaitais dans les pauses. C'était dans l'établissement d'enseignement supérieur. Mon mari avait son labo. Et donc, c'est son technicien qui gardait mon bébé pendant les heures d'enseignement. Et chaque fois, j'arrivais pour allaiter. Donc, j'enseignais, mais c'était précaire. C'était longtemps précaire. J'ai fait un 2A d'études européennes. Puis, tout de suite derrière, la préparation aux Sciences Po pour passer le concours des affaires étrangères. En tout cas, les études étaient très intéressantes. Les études est-européennes, j'avais comme prof des stars de l'époque, Hélène Carrère-Dankos, pour l'histoire de la Russie, Yefim Etkind pour la littérature, la théorie de la traduction. C'était de belles années aussi, hein, c'était pas perdu le temps. Je faisais des traductions du russe pour le témoignage, pour 150 000 mots. C'était les Russes contre les Russes. Hein. On ne publiait pas dans le témoignage les Russes pro je sais pas quoi, pro-communistes, pro-ursistes. Et quand j'enseignais, je demandais à mes étudiants « Mais pourquoi vous faites le russe ?» Et ils me répondaient « La langue n'est pas en cause. La littérature peut être magnifique, splendide, riche, et le peuple peut être ce qu'il est. » Tout ça, c'était à Paris. On avait des amis américains. Et nos amis américains sont venus. Lui, il était informaticien. Et donc, je lui racontais mes difficultés d'être indépendante financièrement. Et il m'a dit, tu sais, tu es traductrice. L'informatique, ce n'est qu'une traduction d'un système dans un autre système. Tu verras, ça sera facile pour toi. Forme-toi en informatique, on en a besoin. Et donc, je suis allée à l'agence pour emploi, j'ai pris des cours d'informatique et j'ai trouvé un travail. J'étais contente d'avoir une paye à la fin du mois.
Je pense que notre génération en général se posait moins la question de est-ce que ça me plaît ce que je fais ou pas. On savait qu'il fallait travailler pour gagner sa vie. Donc je travaillais à l'université comme informaticienne et c'était l'époque de Minitel. Et donc un technicien dans notre labo m'a montré qu'on pouvait chercher ci, chercher ça. Et à l'époque, mon mari avait des collègues qui travaillaient dans les institutions internationales. Et on venait de visiter un de ses copains qui s'appelait Howard, qui travaillait à Reading dans le Medium Weather Forecast Organization. J'ai beaucoup aimé ces organisations internationales, on y gagne bien sa vie, on a des collègues intéressants de tous les pays et les enfants apprennent des langues étrangères. Donc je me suis dit, ça serait bien que mon mari en trouve un poste comme ça et je cherchais sur Minitel à l'époque. Et je suis tombée sur un poste à Grenoble dans une entreprise. À l'époque, c'était Merlin-Gérin, aujourd'hui c'est Schneider Electric. Et donc je l'ai emmené à la maison, il a postulé et on lui a répondu quasi immédiatement. À Paris, tout tombe, toute la culture, tout tombe tout cuit dans la bouche. Ici, il faut tout créer soi-même. Donc on a créé une chorale, on a créé une association. Les gens étaient tous en basket. Effectivement, il n'y avait pas des talons. Je pense que mon mari était content, le poste était intéressant. J'étais fonctionnaire de l'État. Je ne pouvais pas être licenciée. Mais il fallait trouver le poste, donc il fallait trouver la mutation. Du coup, j'ai mis 8 ans, je pense, pour trouver un poste à l'université. J'ai trouvé un poste à l'université d'informaticienne en 2000. Et avant, justement, comme je n'avais pas de poste, j'ai fait une formation ça s'appelle DHT, Diplôme des hautes études technologiques de conception multimédia. J'adore étudier, je pourrais étudier tout le temps. Après, j'ai commencé à travailler comme informaticienne et après, c'était le début de e-learning. Je suis devenue ingénieure e-learning à l'université. Et donc, j'enseignais aux étudiants et aux enseignants comment concevoir les projets e-learning. J'avais toujours quelques enseignants qui venaient pour ces formations en disant « Ouais, mais moi, la technologie, c'est 2 choses différentes, j'apprendrai jamais, etc. » Et j'ai une amie sage-femme à Grenoble qui, à l'époque, c'était 2012-2013, elle faisait une formation d'hypnose pour enseigner aux femmes comment accoucher sans douleur. Elle m'a dit, ah oui, je lui ai raconté ça, je lui ai dit, tu te rends compte, ils n'entrent même pas dans la pièce, et ils savent déjà qu'ils n'apprendraient pas. Elle m'a dit, tu sais, c'est des croyances limitantes, viens avec moi à la formation d'hypnose où tu apprendras comment leur enlever ça. J'ai fait la première formation d'hypnose, j'étais encore salariée à l'université. Et après, quand je suis partie à la retraite, j'ai fait les cycles complets. Mon mari a commencé à enseigner à l'université à Prague. Du coup, l'année universitaire, on est à Prague et les vacances universitaires, on est ici. Et quand on dit « je suis hypnotiseuse », en France, on vous dira « est-ce que je peux essayer? Est-ce que ça va marcher avec moi ?» Et la peur est « ça ne va pas marcher avec moi ». En Tchéquie, c'est « est-ce que je dois avoir peur? Est-ce que tu vas m'influencer ?» Voilà, donc l'accueil est totalement différent, mais comme je fais j'appelle ça les rencontres hypnotiques, comment atteindre le bien-être mental grâce à l'auto-hypnose. J'organise ça dans plusieurs endroits à Prague, donc chaque fois quand une personne me dit oh, « est-ce que je dois avoir peur ?» Je dis écoute, viens voir. Et je traduis le livre sur hypnose de français en tchèque. Au moins depuis 2018, j'ai l'impression de vivre 2 vies parallèles. Je peux vous raconter ma dernière expérience qui m'a beaucoup plu. J'étais au mois de mai à la foire du livre à Prague.
Donc il y a plein de conférences, et il y a des conférences qui sont données dans des langues différentes, avec éventuellement la traduction simultanée, le casque et tout ça. Je suis allée, le premier jour, il y avait Olga Tokarczuk, qui est polonaise, et je parle polonais. Et donc, j'ai écouté Olga Tokarczuk en polonais. C'était la première fois que j'étais à 2 pas d'un prix Nobel, quand même. Hein. Ensuite, je suis allée voir la conférence de... je ne trouverai pas le nom de l'écrivaine française. Elle a écrit l'histoire d'une maison à Paris. Elle a parlé français et j'étais avec elle dans son pays. Et puis il y avait c'est un Biélorusse, je crois, dont j'ai oublié le nom aussi, mais qui a parlé russe. Et j'étais avec lui dans son pays aussi. Et je me suis dit, quelle chance j'ai dans ma vie d'avoir cette richesse-là, d'avoir plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs compréhensions de la vie. Donc j'ai comme impression de vivre deux temps dans un. À mon âge, c'est pas mal, hein.